Tout d'abord, je voudrais débuter en fait cette conférence par un constat, par une étude qui est parue très récemment chez Altares, qui est un cabinet, qui montre en fait, qui parle du taux de défaillance des entreprises et qui montre une amélioration globale du taux de défaillance des entreprises, puisqu'on constate qu'il y a un recul de 4,1%. Sauf que c'est une étude en trompe-l'œil, c'est-à-dire que quand on regarde de plus près, les TPE connaissent une vraie dégradation de leur taux de défaillance, puisqu'il y a plus de 19% de TPE qui connaissent la faillite. Donc si je parle de ça aujourd'hui, c'est que en fait c'est incontournable. L'étape petite entreprise, et vous le savez très bien, est une étape obligée pour devenir petite, moyenne et grande entreprise. Et donc c'est le cas ce soir, et ça montre un défaut d'accompagnement, et tout ça pour dire qu'être incubé, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est être cultivé, c'est être motivé, entouré, challengé, et clairement je pense que voilà, vous avez de la chance en tant qu'incubé de suivre ce programme. Donc voilà, il faut être humble, faut faire preuve d'humilité, j'allais dire, puisque on n'a pas toutes les connaissances, toutes les compétences en termes de management, de finance, en termes juridiques pour créer son entreprise. Donc il y a autre chose qui frappe dans le contexte actuel, donc c'est l'écosystème qui évolue beaucoup, l'écosystème des entrepreneurs, puisqu'on constate qu'il y a une vraie jeunesse en fait qui se révèle. Ça se vérifie par la création de masters entrepreneuriaux, et voilà, et puis des initiatives politiques pour le coup, comme la création d'un statut qui est celui d'étudiant entrepreneur, que nous allons aborder ce soir, je l'espère. Donc la question qu'on va se poser ce soir, c'est faut-il être accompagné en tant qu'entrepreneur étudiant ? Je pense que vous avez la réponse. Et quels sont les prérequis, mais aussi les conséquences sur la vie d'étudiant, comment on assimile les deux fonctions. Donc pour répondre à ces questions ce soir, donc nous avons la chance d'accueillir donc Béatrice Galvani, ici présente, qui est déléguée générale de 100 000 entrepreneurs, donc, et avocate au barreau de Paris en spécialité propriété intellectuelle. Donc c'est une femme engagée dans la création d'entreprises. 100 000 entrepreneurs, aujourd'hui, c'est une association qui regroupe plus de 4 000 adhérents entrepreneurs et 3 500 enseignants, qui a pour vocation de sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à la création d'entreprises. Voilà. Ensuite, on accueille Christian Camaillou, donc, qui est le fondateur de Finance tes études, un site qui porte bien son nom. C'est un courtier en prêt, c'est une entreprise de courtage en prêt destinée aux étudiants. Entrepreneur, donc qui est au contact des étudiants constamment. Éric Berthaud, fondateur d'Europrocurement et récent repreneur de la société Affiche Parisienne, si je ne m'abuse, qui va nous faire bénéficier de son expérience dans le cadre de l'intégration de l'incubateur de l'ESC Brest à 45 ans. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger à ce sujet avec lui sur son retour d'expérience et l'utilité que ça a pu avoir pour Éric. Dominique Grelet, qui assure la direction stratégique des grands projets, spécialiste en big data chez Bull, qui est une très grande entreprise pour le coup, qui est investi aussi dans une politique d'entrepreneur, puisqu'il accompagne et il mentor des startups dans le cadre de concours étudiants par exemple, ou de programmes d'incubation à l'ECE par exemple. Et on va aussi approfondir la question de pourquoi Bull et pourquoi les grandes entreprises ont un intérêt particulier à accompagner ces jeunes entreprises. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Mathias Monribaud. Mathias Monribaud, qui est le fondateur du Petit Pousset, qui était la première initiative privée d'incubation, puisqu'il proposait depuis 2001 un programme d'incubation destiné aux étudiants. Et ça, j'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment s'y intéresser. Pour preuve, ce sont 36 entreprises qui ont été accompagnées dans 36 domaines d'activité différents. Et pour le coup, juste pour vous montrer un exemple, enfin pas un exemple, mais vous montrer à quel point ça montre une réussite, 3 entreprises sur 4 qui ont été accompagnées dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui fait la particularité de cet accompagnement, c'est qu'il existe des véhicules d'investissement destinés aux étudiants. Donc profitez-en, j'ai envie de dire, et postulez. Puis donc merci à Thibault Langsade d'être parmi nous ce soir aussi, entre autres sur ses fonctions au MEDEF, président du pôle entrepreneuriat et de la commission MEDEF, et président de la commission PME et TPE au MEDEF depuis juillet 2013.
et en tant que dirigeant, cofondateur de la société Akoba, que certains d'entre vous connaissent sûrement, spécialisée dans les paiements en ligne sur mesure, et plus récemment donc d'une société qui propose des solutions innovantes en matière de mise en relation avec les médias et les entreprises, qui s'appelle AlgoLinked. Donc il me semble que vous voulez prendre la parole. 1 minute. Je vous en prie. Bon, bah, écoutez, moi je suis ravi de vous accueillir dans cette maison, effectivement, qui est la vôtre, puisque c'est la maison de tous les entrepreneurs. Peut-être juste un point d'actualité, mais vraiment en 30 secondes, puisqu'il y a eu hier une grande conférence sociale. Donc vous en avez entendu parler dans la presse, dans les médias, pour essentiellement le fait que certaines structures syndicales avaient décidé de ne pas y participer. C'est pas forcément ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur une thématique, notamment sur la table ronde numéro 2, il y a eu des mesures annoncées en faveur de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est extrêmement important, puisque ces mesures ont été à la fois présentées de façon très générale par le président de la République lors de l'ouverture, mais également reprises par le Premier ministre. Et une fois de plus, ça va dans une orientation qui est extrêmement bonne pour les entrepreneurs. Alors, il a été rappelé l'utilité et la nécessité de mettre en œuvre un statut de l'entrepreneur étudiant. Donc ça, c'était un relevé des assises de l'entrepreneuriat de l'année dernière. Donc ça se met en œuvre et voilà, il va falloir maintenant accompagner. Les réseaux d'accompagnement vont aussi avoir une responsabilité pour accompagner les entrepreneurs étudiants. Et puis le deuxième point qui est la mise en place d'une école de l'entrepreneuriat, notamment dans les quartiers issus des zones prioritaires. Donc là, on attend de voir ce qu'il va y avoir dans ce contenu, mais ça relève évidemment d'une bonne initiative. Ces structures seront financées probablement par des deniers publics, et là aussi les réseaux d'accompagnement auront un rôle à jouer extrêmement fort. Voilà les 2 points qui sont ressortis avec finalement une récurrence très forte qui est d'aider et d'accompagner les entrepreneurs à la fois au plus près quand ils sont dans les phases d'études, mais également d'insuffler et de faire en sorte qu'il y ait une dynamique de rapprochement plus structurée sur le monde entreprise-éducation avec toutes les initiatives qu'il y a. Voilà, je pense que c'était important de retenir cela de la grande conférence sociale et pas forcément le fait que certaines structures syndicales n'étaient pas présentes. Merci, Monsieur Langsad. Et je vais laisser la parole donc à Joël Singré pour représenter IES, qui remplace Jacques Arlotto, qui malheureusement ne peut pas participer à cette table ronde et qui s'en excuse. Donc Joël, je vous en prie. Merci. Oui, Joël Singré. Alors déjà, je veux simplement commencer par des remerciements. Déjà, je voudrais remercier M. Langsad de nous accueillir ici pour l'événement, je ne dirais pas fondateur, mais inaugural des actions de YES, association des incubateurs de l'enseignement supérieur. Donc merci de nous accueillir. C'est important pour nous, qui sommes dans des écoles, de se rapprocher du monde des chefs d'entreprise que nous formons, que nous préparons. Parce qu'à travers cette association-là, l'objectif est vraiment de revendiquer la capacité des établissements d'enseignement à se donner des moyens pour pouvoir professionnaliser le geste de l'entrepreneur. Évidemment, ça ne se fait pas comme on apprend le marketing à l'école. Évidemment, ça se fait dans des réseaux. Évidemment, ça se fait par l'expérience. Et c'est ce que l'on essaye de revendiquer et d'outiller à travers notre association que je vais vous présenter rapidement. Donc merci aussi à l'équipe qui a organisé cette manifestation. Merci à Christelle, merci à Steven. Alors Christelle, c'est la patronne de Coracia Venusta, qui est un produit aussi de l'incubateur, d'un incubateur d'école. Merci à Steven, merci à Vincent, qui tous les trois ont monté cette manifestation rapidement en un mois. Merci à tous les membres du réseau qui nous ont aidés à mobiliser tous les jeunes qui sont venus et qui sont aujourd'hui 300 répartis dans les ateliers, pas tous encore présents à la table ronde. Et merci à tous mes collègues de l'association pour le travail que l'on fait jusqu'à présent. Alors, l'association IES, rapidement maintenant, c'est une association qui regroupe à l'initiative des responsables des incubateurs une trentaine de membres pour l'instant qui représentent toutes les écoles de l'enseignement supérieur, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce,
et les universités, et les universités aussi. Voilà. Nous sommes une trentaine de membres. Notre ambition, elle est double. Premièrement, c'est professionnaliser le métier d'accompagner des entrepreneurs pour que le passage soit le plus vertueux possible pour les créateurs d'entreprises. Et notre deuxième objectif, c'est de outiller nos incubateurs pour permettre à nos créateurs de rentrer plus vite en contact avec le monde professionnel et que leur expérience de la démarche de création d'entreprise soit la plus bénéfique pour eux dans le sens d'une insertion professionnelle, soit par l'entreprise qu'ils créent, et c'est ce que nous souhaitons, soit par la capacité de rebondir au mieux de leurs intérêts compte tenu de la qualité du parcours qu'ils ont effectué pendant qu'ils ont tenté d'entreprendre. Voilà. Merci, Monsieur Singré. Donc, pour débuter les échanges et cette table ronde, on va aborder un sujet très simple, qui est celui du profil des entrepreneurs étudiants, et des entrepreneurs d'ailleurs en règle générale. Existe-t-il un profil type, des caractéristiques propres à l'entrepreneur? C'est la question que j'ai envie de poser d'abord à Madame Galvani. Donc, selon vous? Alors oui, il y a un profil type de l'entrepreneur étudiant, mais je dirais, comme vous l'avez dit, de l'entrepreneur en général. L'entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui est très impliqué, qui est volontaire, qui est créatif et qui a toujours une certaine volonté d'indépendance. Et si je devais résumer ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main. Et c'est d'ailleurs chez 100 000 entrepreneurs, nous, on veut sensibiliser les jeunes à l'esprit et l'envie d'entreprendre. Et pour cela, nous, on a une conception qui est très large de l'entrepreneuriat. On peut prendre sa vie en main en créant son entreprise, mais on peut aussi prendre sa vie en main en portant des projets associatifs, mais aussi également dans l'entreprise en étant ce qu'on appelle des intrapreneurs. Donc il y a quand même toujours des qualités que l'on perçoit chez les entrepreneurs. Rappelez-nous cette philosophie d'intrapreneur, qu'est-ce que c'est pour vous? L'intrapreneuriat, c'est le salarié de l'entreprise qui va porter des projets, donc qui va soit créer des business units, soit faire émerger des idées neuves dans l'entreprise. De plus en plus, aujourd'hui, on parle d'intrapreneuriat, notamment chez les grands groupes, parce que les grands groupes ont besoin de développer un potentiel innovant chez leurs collaborateurs, parce que le fait d'avoir une grande structure, souvent, ça empêche. Vous me faites la transition, du coup, est toute trouvée pour Monsieur Grelet. Merci Madame Galvani. C'est de savoir, en fait, pour vous, c'est ce que je demandais dans cette introduction, quel est l'intérêt de participer à ce genre d'initiative? Est-ce qu'en termes de recrutement, ça vous apporte quelque chose? Alors, l'intérêt, il est multiple. Il est d'une part, effectivement, dans la possibilité de collaborer avec des individus qui ont cet esprit d'entreprendre et qui apportent, je dirais, des compétences, des expertises nouvelles. Donc, injecter du sang neuf dans les relations que nous pouvons avoir avec les autres entreprises qu'en interne. Et puis aussi, en fait, une entreprise comme Bull, ou une entreprise dans les technologies de l'information aujourd'hui, de manière plus générale, est de toute façon toujours en réseau de partenariat avec tout un écosystème d'entreprises plus ou moins grandes. Donc les startups et les entreprises incubées font partie de ce réseau et constituent un vivier de nouvelles idées, de nouvelles collaborations qui peuvent se développer dans l'avenir. Donc on pourra peut-être développer ça dans le courant de la conversation, mais effectivement, il est autant sur l'expertise des individus que sur le fait de pouvoir étendre notre réseau de partenaires. D'où l'idée aussi de pouvoir accompagner, de mentorer des startups, j'imagine, alors que vous êtes aujourd'hui en poste dans une grande entreprise. Alors effectivement, donc, nous avons démarré cette initiative de mentorat. Donc c'était cette année un test que l'on reconduit. Donc on a, dans le cadre des relations avec les écoles, différents programmes, bien sûr, de support à différents niveaux, de recrutement d'apprentis, de stagiaires. Donc on a 300 apprentis stagiaires par an que nous recrutons. Donc nous avons cette année lancé ce programme de mentorat. Alors, dans une dimension assez limitée pour l'instant, puisqu'on a mentoré trois sociétés. Nous reconduisons cela et nous allons l'étendre, le projet est de l'étendre et aussi de l'étendre d'un point de vue géographique, c'est-à-dire de pouvoir l'établir
non seulement en région parisienne, où nous avons effectivement une grosse partie de nos effectifs, mais aussi en région, à Grenoble, Marseille, etc. Monsieur Monribaud, vous qui êtes au contact des étudiants entrepreneurs, qui avez l'habitude de les côtoyer, pour vous, est-ce qu'il existe des caractéristiques spécifiques à cette espèce, on va dire, Vous voulez dire en termes de profil? en termes de profil? Ce sont des gens qui boivent beaucoup, qui aiment le foot et non, qui sont surtout pris. Moi, ce que je constate depuis 12 ans que je fais ce métier, donc d'accompagner des étudiants entrepreneurs, il y a une vraie volonté de prendre son projet professionnel en main. C'est vraiment une démarche maintenant qui est de plus en plus porteuse de sens, si je puis dire. Les étudiants et entrepreneurs ont toujours existé. En France, on en parle évidemment beaucoup plus depuis 5 ans. On a des réalités maintenant économiques qui sont lisibles, qui dépassent les frontières et qui sont des emblèmes. Je veux dire, on rattrape en termes de communication. On n'a rien à envier à nos amis américains, mais en termes de communication, on a 30 ans de retard sur la réalité de l'entrepreneuriat étudiant en France, qui a toujours existé. Et je trouve que c'est de plus en plus ancré. On a de plus en plus de postulants de grandes écoles qui prennent conscience que bâtir des choses qui font sens. On a énormément de projets maintenant d'initiatives sociales et solidaires. Je trouve qu'il y a une lame de fond avec une vraie responsabilité. C'est-à-dire que je trouve qu'il est de plus en plus flagrant de voir des démarches entrepreneuriales qui ne sont pas opportunistes et qui tordent un peu le cou aux idées reçues, qui étaient un peu le fardeau de l'entrepreneur depuis quelques décennies, à savoir le rapport à l'argent, créer une entreprise pour s'enrichir. Et toutes ces idées-là sont en train de tomber. Les jeunes générations portent des vraies valeurs, des vraies convictions qu'ils transmettent à leurs salariés, qu'ils transmettent à leurs clients. Donc je trouve que c'est le trait commun pour répondre à votre question. Est-ce que vous trouvez que la crise a accentué ce phénomène? C'est-à-dire on a tendance à vouloir créer son emploi en sortie d'études ou... C'est plus l'envie de décider de son avenir professionnel, de prendre les choses en main, de ne pas subir. Donc ce sont les mentalités qui ont évolué. C'est vraiment l'idée que le constat en un peu plus de 12 ans d'observation de cet écosystème, c'est l'idée d'être vraiment maître de son destin, de son parcours professionnel, de ses choix, des gens avec lesquels on collabore, des horaires que l'on pratique, des salaires que l'on va obtenir. Et cette envie de contrôler un peu son avenir professionnel, c'est ce qui m'apparaît le plus flagrant, effectivement, de plus en plus présent et très tôt. Et on le voit, on a, nous, quelques sujets de collaboration avec 100 000 entrepreneurs et on sent, je pense, depuis quelques années déjà dans les collèges, même si la question systématique des élèves lorsqu'on arrive dans les collèges, c'est combien tu gagnes, toi, le chef d'entreprise. Une fois qu'on a franchi cette épreuve-là, on sent qu'il y a une volonté, les gens sont de plus en plus concernés, les jeunes. Vous parlez d'argent, parlons-en un peu plus librement peut-être. C'est-à-dire que pour vous, c'est un vrai leitmotiv pour un étudiant de se dire je veux devenir entrepreneur pour gagner beaucoup plus d'argent? Non, alors vous le voyez souvent? C'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire aujourd'hui. Il y a une petite rivalité en sortie d'école parce que généralement, quand on sort de grandes écoles, on a toujours ses copains qui vous narguent un petit peu avec des salaires indécents qu'ils obtiennent dans des grandes banques d'affaires. Donc les entrepreneurs ont ce petit jeu pendant la première année, mais c'est absolument le contraire. Moi, je n'ai pas un seul étudiant que j'ai rencontré depuis 10 ans qui a créé sa boîte dans le but de s'enrichir. La démarche est vraiment pas celle-là. C'est vraiment l'idée que l'on peut s'en faire quand on ne connaît pas l'entrepreneuriat et quand on n'est pas aux côtés des entrepreneurs. Je vous garantis, et pourtant Dieu sait qu'on a des fonds d'investissement, donc il y a aussi des objectifs de TRI pour les actionnaires et des choses plus financières, mais la motivation première n'est absolument pas financière chez les étudiants entrepreneurs. Moi, j'ai vraiment cette conviction. Tant mieux. Monsieur Singré, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet, sur le profil, vous qui aussi côtoyez tous les jours de jeunes incubés ou jeunes entrepreneurs? Pour le coup, j'en fréquente des plus ou moins jeunes. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui est dit parce que bon, il y a la tendance du marché, effectivement, il y a l'émergence de la bulle Internet des années 2000 qui a changé complètement la donne et les mentalités qui ont évolué, notamment aussi parce que dans les établissements d'enseignement, il y a eu des interventions qui allaient dans le sens de l'entrepreneuriat. Je radoucirai un peu le trait sur le retard de 30 ans avec les États-Unis, puisque l'entrepreneuriat en France, c'est 1978. Donc ça a commencé en 1978. Donc voilà, on est les pionniers à avoir suivi ça et accompagné ça. Et déjà, ils sortaient des entrepreneurs, mais effectivement, ce n'était pas revendiqué. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est... il y a une sorte de mouvement vertueux qui vise à accepter le fait que des jeunes
peuvent entreprendre. Ça a été une révolution en 2000. On s'est rendu compte, grâce à cette bulle-là, qu'il y avait des jeunes qui arrivaient sur le marché, qu'ils avaient des compétences qui étaient supérieures à ceux qui étaient déjà là, et qu'on pouvait leur faire confiance pour entreprendre. Ça a été une révolution qui, aujourd'hui, fait la lame de fond qu'on voit et qu'on apprécie aujourd'hui, et des jeunes, particulièrement des grandes écoles. Alors je dis particulièrement des grandes écoles parce qu'on pourrait penser que les jeunes des grandes écoles ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ils ont eu beaucoup de contraintes intellectuelles et sociales pour pouvoir rentrer dans le monde qui les attend et qui les a formés pour pouvoir réussir. Et dans un premier temps, il a fallu qu'ils se sortent de ce modèle-là presque par force pour pouvoir exister pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont invités. Et donc, la dynamique est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Et on arrive à des résultats beaucoup plus importants et intéressants, je pense, en termes de quantité et aussi en termes de valeur de performance. Et le monde s'ouvre. Vous voulez intervenir ? Il y a juste un mot que je n'ai pas dit, c'est que je n'ai pas remercié les gens de la table ronde qui nous ont fait... Je n'ai pas remercié excusez-moi. nos intervenants qui nous ont fait la gentillesse de venir... Oui, je partage ce point sur le fait que jamais la dynamique entrepreneuriale n'a été aussi regardée que depuis ces 10 dernières années. Je pense que d'abord, il faut souligner le fait que jamais il y a eu autant d'outils pour les entrepreneurs, et ça commence réellement à se structurer. Alors certes, c'est encore un peu le parcours du combattant pour les dispositifs d'aide et d'accompagnement, bien que les réseaux maintenant soient là. C'est encore un peu compliqué sur le financement de l'amorçage, mais il existe maintenant un certain nombre de dispositifs qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir trouver un peu d'argent. Donc l'écosystème est assez bon. Est-ce qu'il perdurera ? Il faut faire extrêmement attention. C'est que si cette dynamique entrepreneuriale ne s'envole pas dans les années à venir, de façon concrète, il y aura un assèchement de ces systèmes parce que les financements qui permettent justement de mettre en place cet écosystème, eh bien, s'arrêtera. Donc il y a une zone de risque qui fait qu'il faut maintenant qu'on soit tous moteurs pour alimenter et faire en sorte que la machine puisse rester sous tension pour aider les entrepreneurs. Après, est-ce qu'on valorise mieux les entrepreneurs ? Oui, incontestablement, les entrepreneurs sont mieux valorisés. C'est-à-dire qu'ils sont moins considérés comme des uluberlus fous qui se jettent dans une aventure économique nouvelle. Aujourd'hui, l'entrepreneur est considéré, en tout cas le jeune entrepreneur est considéré. Sa prise de risque est reconnue. En revanche, dans notre société, il reste encore un travail à faire puisque les grands entrepreneurs de notre économie ne sont absolument pas reconnus. Et je vous invite à prendre un manuel de sciences économiques et sociales, de regarder comment on parle de nos entrepreneurs. Eh bien, on ne les retrouve pas. Et quand on parle d'entrepreneuriat et qu'on essaye de trouver les exemples qui caractérisent l'entrepreneuriat, on va trouver, c'est extrêmement méritant, donc je ne voudrais pas que ce soit considéré comme stigmatisant, un jeune issu des quartiers populaires qui a monté un restaurant, un salon de coiffure, et voilà comment on valorise l'entrepreneuriat. C'est bien, il faut le montrer. En revanche, j'aurais aimé aussi peut-être que l'on voit des acteurs comme Pierre Bellon, Antoine Riboud, et qui ont structuré, soit d'un point de vue industriel ou serviciel, des très belles entreprises qui, en l'occurrence, sont les numéros 1 mondiaux. Et donc l'entrepreneur aujourd'hui n'est pas fondamentalement reconnu et n'occupe pas une place comme un héros, on va dire, de notre société. Et ça, c'est assez regrettable. Enfin, peut-être un point, c'est que l'entrepreneur, si tout le monde maintenant lui reconnaît la prise de risque, ça c'est incontestable, encore faut-il définir ce que représente le risque. Et pour bon nombre de nos concitoyens, le risque, c'est finalement la perte d'argent. Mais les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, il faut également prendre conscience, et en tout cas la société doit prendre conscience qu'un entrepreneur, certes, il est prêt à perdre de l'argent, ça, de ne pas se rémunérer, mais de perdre l'argent qu'il aura mis si jamais eh bien, son entreprise ne fonctionne pas. Il est prêt à perdre du temps, par conséquent, et ça, il faut que ce soit identifié et compris. Il est prêt à perdre du temps. Un projet peut mettre plusieurs années avant qu'il devienne à maturité et avant que l'idée se matérialise par du chiffre d'affaires. Et puis, une fois de plus, si ça ne fonctionne pas, on pourra considérer qu'il a perdu du temps. Mais l'entrepreneur aussi se met en risque sur sa santé. Je crois que c'est un engagement tellement fort que bon nombre d'entrepreneurs, et notamment de jeunes entrepreneurs, continuent à fumer, boivent des litres de café, et ça a un impact sur la santé de l'entrepreneur. Et c'est une prise de risque qu'il prend compte tenu de la pression que représente l'engagement
entrepreneuriale. Et puis, il y a un autre facteur de risque qui est la vie de famille. Il faut prendre conscience que bon nombre d'entrepreneurs qui se jettent à corps perdu, et c'est bien souvent comme ça que ça se passe, mais également chez l'entreprise, mais en tout cas dans sa phase de démarrage, un peu sa vie de famille ou sa vie personnelle de côté. Il n'est pas rare notamment de voir des jeunes femmes entrepreneuses qui ont une vie compliquée au démarrage, mais c'est également le cas pour tous les entrepreneurs, compte tenu de l'investissement que ça représente en termes de temps. Il n'est pas rare de voir des vies de famille qui sont extrêmement rock'n'roll, compte tenu du fait que c'est un engagement qui est extrêmement fort. Et là aussi, la prise de risque, elle est réelle. Et puis enfin, ce qui n'est pas suffisamment montré et qui mérite quand même d'être rehaussé, c'est que l'entrepreneur, il prend un risque sur sa réputation et sur son honneur. Si son entreprise ne fonctionne pas, bah là, c'est sa réputation et c'est son honneur. Et donc, tous ces éléments-là ne sont pas bel et bien intégrés dans notre société, puisque considérant que la prise de risque essentielle étant la perte d'argent, il faut reconnaître cette dimension qui est extrêmement forte pour vraiment et pleinement valoriser la dynamique entrepreneuriale. Alors, avant que M. Grelet intervienne, j'avais une question en fait pour M. Berthaud. Est-ce que vous partagez ce constat? Parce que vous êtes passé, vous, de l'autre côté de cette barrière. Vous étiez dans le système d'incubation, vous l'avez suivi, vous aviez eu aussi un parcours de salarié. Votre point de vue à ce sujet-là? Moi, je partage effectivement tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'entrepreneur effectivement se met en risque. Moi, juste, je suis là plutôt pour témoigner en fait de ma transition, parce que comme j'ai quelques cheveux blancs, vous avez compris que je ne suis pas allé à l'incubateur en sortant de mes études, mais effectivement, j'ai fait un parcours, j'ai fait une formation d'ingénieur et j'ai eu un parcours en entreprise jusqu'à 45 ans, et à 45 ans, j'ai créé ma société, et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'incubateur de Provence-Bretagne, France Business School, et j'ai trouvé l'expérience très intéressante parce que ça m'a apporté trois choses, si vous voulez. La première chose, c'est que quand vous rentrez, en tout cas c'était le cas dans celui-là, mais j'imagine que ça doit être le cas partout, quand vous rentrez dans un incubateur, vous êtes obligé de démontrer que vous avez réfléchi à votre projet, vous êtes challengé par un jury, et le fait de passer cette étape, en tout cas pour moi, m'a donné confiance. Ensuite, quand vous avez passé cette étape, vous êtes accueilli dans un environnement plutôt dynamique, avec des gens de tous âges, plutôt plus jeunes que moi à l'époque, qui ont tous un projet d'entreprise, et donc la machine à café le matin est plutôt un endroit de bouillonnement intellectuel où on échange des idées, on est plutôt dans une dynamique assez positive. Et le troisième aspect qu'apporte l'incubateur, c'est un côté très pratique, c'est que ça vous donne pour quasiment quelques euros par mois un bureau, un téléphone, un endroit où vous allez travailler. Et tout cet environnement fait que finalement, la création de l'entreprise, il me semble que c'est quelque chose qui est assez irrationnel. C'est-à-dire que quand vous créez une entreprise, vous prenez un risque, vous investissez effectivement ce que vous avez dit, votre risque. Enfin, moi, j'avais 45 ans, j'avais une bonne situation, donc j'avais des enfants. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans l'espoir d'une idée que vous avez, en vous disant que vous avez une idée qui va convenir à certains clients. Et puis dès que ça commence à marcher, ça devient assez sympathique. Donc l'accompagnement en fait forme ce socle de confiance qui couvre un peu le risque que vous anticipez. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on passe de l'entreprise à l'entrepreneur, et que l'accompagnement de l'incubateur a été assez bénéfique pour moi dans ce cas-là. Ouais. Bon, avant de passer au sujet suivant, donc vous vouliez Oui, rebondir j'avais juste un petit commentaire sur le profil de l'entrepreneur. Donc on a effectivement évoqué quelqu'un qui veut se prendre en main, qui veut tracer sa propre route, son propre destin. Et alors en fait, c'est peut-être propre aux technologies de l'information, mais souvent les nouvelles entreprises, les startups sont le fait d'une idée de quelqu'un qui a un profil technique, donc qui va apporter une innovation. Et on le voit, enfin, en tout cas moi j'ai eu l'occasion de le voir dans les mentorats, la personne qui apporte cette idée, qui est effectivement l'entrepreneur initial, n'est pas forcément celui qui a vocation à être le chef. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre entreprendre et qui a aussi une caractéristique d'insuffler un élan, une innovation et une direction pour l'entreprise.
de la fonction de gestion de l'entreprise au jour le jour et de direction d'un point de vue plus business. Et je dirais que là, il y a un accompagnement à opérer de la part des différentes structures que nous représentons, de la part des entreprises aussi, pour pouvoir avoir le discernement de passer la main, quelquefois c'est nécessaire, à des profils qui n'auront pas nécessairement été à l'initiative du projet, mais qui vont pouvoir le faire se développer et grandir et devenir un succès. Voilà, c'était juste un commentaire sur le profil. J'allais vous faire J'ai un commentaire à ajouter, puisqu'il s'agit des étudiants, n'est-ce pas? Oui. Je pense que les étudiants ne partent pas dès le départ avec les mêmes chances, pour une raison simple. Prenons par exemple, beaucoup d'étudiants aujourd'hui souscrivent à des prêts bancaires pour payer leurs études. Alors, un étudiant qui termine sa formation, il aura par exemple un prêt bancaire à rembourser et un loyer à payer. Et donc, cela fait qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui n'osent pas franchir le pas de la création d'entreprise en raison de ces charges qui sont importantes. Donc le frein pour vous, c'est le poids que représente la dette qu'on a contractée pour financer ses études. Mais par exemple, dans mon cas, c'est vrai que je n'avais pas d'idée de création en sortant de ma formation, mais je pense que même si j'avais eu une idée de création d'entreprise, j'aurais attendu d'avoir remboursé mon prêt étudiant avant de me lancer. Donc c'est un vrai frein aujourd'hui. Je pense que oui, en discutant avec certains étudiants, c'est un frein. Merci. On va essayer de passer du côté un petit peu des incubateurs, de l'autre côté justement de tout ça, pour savoir quel est le comportement aussi des établissements et au sein des écoles, pour faire face à tous ces... Parce que finalement, c'est une mouvance, quoi. On a beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui naissent dans les écoles et il faut bien les accompagner. Et comment vous gérez, vous, cet afflux d'étudiants qui veulent créer leur société? Ah, c'est une bonne question. Comment on gère le flux des étudiants Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi les différentes promotions des grandes écoles. Puisque... Alors, créer, déjà, c'est une impulsion émotionnelle qui est renforcée par le travail que font les professeurs d'entrepreneuriat dans les établissements, qui font de la sensibilisation et qui font expérimenter dans des cours des projets, de business plans, etc. Donc il y a un grand travail qui est fait par la majeure partie d'entre nous, responsables d'incubateurs, qui sont pour la plupart des professeurs, que de faire de l'incitation et de la sensibilisation dans nos cours. Si je peux juste reformuler, en fait, c'est quelles sont les problématiques que vous rencontrez, vous, de votre côté, avec ces étudiants? Ça, c'est la première partie de notre activité. La deuxième partie de notre activité, c'est d'être là pour accompagner ceux des étudiants qui ont envie de s'engager franchement dans la démarche de création d'entreprise. Alors, il y a ceux qui veulent l'expérimenter pour voir si demain, ils ne voudraient pas devenir le deuxième entrepreneur eux aussi. Et ceux On peut être incubé sans créer sa boîte forcément à la sortie. C'est ce que vous insinuez? Voilà, il y a 3 phases. Je réponds à votre question proprement. Oui, on peut être incubé sans créer son entreprise. Ce n'est pas un objectif de créer son entreprise. Simplement, ce n'est pas le même travail qu'on fait avec des gens qui sont dans l'expérimentation de leur vocation d'entrepreneur et ceux qui ont déjà commencé à prendre des risques pour pouvoir le faire. Ce n'est pas le même travail. Donc comment on gère? On gère de 2 manières. La première, c'est qu'on est à l'écoute des entrepreneurs et on est à l'écoute de l'école. Puisqu'en fait, les étudiants sont astreints à des UV, à des électifs, à des notes, en fait, et à un parcours qui vise à les diplômer. Et l'entrepreneur doit consacrer 100% de son temps, ou beaucoup de son temps, à pouvoir entreprendre. Donc en fonction de la connaissance que nous avons de nos étudiants et de ceux qui viennent nous voir quand ils ne sont pas nos étudiants, et de ce qu'on sait de parcours, on arbitre entre le temps qu'ils doivent passer par eux-mêmes à faire leur propre expérience et les moyens qu'on peut mettre à leur disposition, les moyens de l'école qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'ils puissent le faire. Voilà. Donc, et le point central là-dessus, c'est trouver le juste équilibre entre le temps qui est nécessaire à la réflexion et le temps qui est nécessaire à l'investissement dans le parcours entrepreneurial. Je suis clair?
Oui, c'est très clair. Enfin, Merci. je pense que s'il y a des questions, on vous les posera sur le dernier quart d'heure. Et du coup, au quotidien, pour passer au sujet suivant, finalement, ces étudiants, s'ils n'ont pas tendance à sécher les cours, à s'intéresser plus à la création d'entreprises que finalement à leur cursus scolaire classique? Les étudiants ne sèchent pas les cours, c'est bien connu. Ah, pardon. Ils ne boivent pas non plus. Ben, là, l'intérêt des incubateurs, ça a été ça. Et donc, mais plus sérieusement, ce phénomène-là d'incubation commence aussi à se structurer de manière, je dirais, institutionnelle au sein des établissements. Puisque le problème que rencontrent les étudiants et les professeurs dans une scolarité, c'est dès lors qu'un jeune a envie d'entreprendre, ben, où est-ce qu'il prend le temps? Et est-ce qu'on peut l'en empêcher? Non, on ne peut pas l'empêcher. Donc comment on s'arrange? Donc après, les premières discussions qu'on a eues dans les années 80 avec des élèves plus ou moins astucieux et qui étaient plus ou moins capables de nous mettre devant le fait accompli, aujourd'hui, il y a un dialogue qui commence à s'installer à l'intérieur de l'école grâce à nos incubateurs et qui nous permet de faire les arbitrages, de trouver un moyen d'accompagner l'élève pendant sa scolarité sans qu'il hypothèque toutes ses chances et de réussir son diplôme, puisque tout le monde y a intérêt, et qu'il réussisse en même temps son entreprise. Voilà. C'est un dialogue. J'imagine que les étudiants, justement, pour revenir sur cette phase de dialogue, vous remontent les inquiétudes, les contraintes qu'ils peuvent rencontrer. Quelles sont-elles? Et quels sont les axes d'amélioration, du coup Je ne vais pas répondre à la question, elle est trop longue. Elle est trop longue. Oui, bien sûr, un responsable d'incubateur, quand il fait bien son boulot, c'est une assistante sociale. Puisque je ne sais pas qui d'entre vous disait c'est un projet de vie. Oui, c'est un projet de vie. Donc il faut penser à manger le matin, à manger tous les jours. Il faut pouvoir sécuriser son parcours individuel pour être capable de porter, d'avoir l'esprit libre pour porter son projet. Et donc il faut pouvoir trouver des ressources. Donc le dialogue qu'il y a entre le responsable d'incubateur et le jeune, c'est de lui permettre de trouver des ressources. Donc voilà, des ressources privées, des ressources, des outils et des ressources économiques. Voilà. Madame Galvani, vous voulez rebondir là-dessus? Sur la tendance aussi au sein des écoles que vous sensibilisez? Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, nous, on observe aujourd'hui une appétence. Vous avez parlé de lame de fond, mais une grande appétence pour l'entrepreneuriat. On est présent, donc, Sommet Entrepreneurs, au Salon des entrepreneurs. On anime tout un espace jeune avec d'autres associations, parce qu'il y a un écosystème très très fertile dans l'entrepreneuriat et qui démarre dès la sensibilisation avec nous, mais qui va donc jusqu'à l'accompagnement et au mentorat. Donc on co-anime des espaces jeunes, on fait des petits concours de pitch, les étudiants viennent tester leurs projets. Et cette année, on a eu un afflux permanent de jeunes pendant 2 jours, alors que les autres années, c'était plutôt des jeunes un peu, pas en déshérence, mais qui venaient là, faute de mieux. Et là, on sent aujourd'hui qu'il y a cette lame de fond, ce qui est très positif. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé autant d'entrepreneuriat qu'en ce moment. Et tout ce qu'on fait, tous acteurs associatifs, commence enfin à porter ses fruits. Donc, ça, c'est... Du coup, je pose une question directe à M. Monribaud. Ces entrepreneurs, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont une double vie finalement entre l'étude, votre incubateur? Comment ils réagissent? C'est quoi l'impact en fait sur ces étudiants? Il y a une vraie réconciliation. Aujourd'hui, le statut étudiant-entrepreneur va amener un vrai bol d'oxygène pour cela, c'est-à-dire que pouvoir faire ses stages dans le cadre de sa propre entreprise. Donc aujourd'hui, on est, je pense, avec le recul que je peux avoir, moins en opposition, et les structures, enfin toutes les écoles aujourd'hui unanimement reconnaissent le potentiel de leurs créateurs d'entreprise. Donc c'est plus un sujet de tabou. Les premiers pas datent de la naissance des premiers incubateurs, années 90, années 2000, qui correspondaient à une vraie réalité. Donc aujourd'hui, je pense que majoritairement, il y a encore un peu de travail, je pense, à faire dans les facultés, mais majoritairement, le sujet de vivre, d'avoir sa double vie d'étudiant, terminer convenablement ses études et créer son entreprise se fait de manière assez homogène. Il y a encore nous on en reçoit encore quelques candidats précoces qui veulent arrêter l'école pour créer une entreprise, et on leur explique que ce n'est pas du tout une bonne idée. Monsieur Langsad, pour répondre à l'intervention de Monsieur Camaillou sur justement ce risque financier qui pèse sur les étudiants qui veulent créer leur entreprise, aujourd'hui, on parle de statut d'entrepreneur étudiant. Est-ce qu'il existe des initiatives en fait qui vont permettre de pallier à ça?
Bon, alors, c'est une vraie question parce que c'est quand même un des points clés, c'est le financement. Donc on ne peut pas dire que pour le moment le problème soit totalement résolu, bien que la situation se soit quand même améliorée. Un point d'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, la France est le dernier pays à utiliser les subventions européennes dans la dynamique entrepreneuriale. Il existe des produits et des dispositifs, comme des produits Jérémy, Yasmine, qui permettent d'avoir du financement, de la subvention, du prêt participatif, sur des montants entre 0, 50 000, 100 000 euros, et qui ne sont absolument pas utilisés par les entrepreneurs français. Alors paradoxalement, ils sont très bien utilisés par les entrepreneurs allemands, irlandais, italiens, et il y a une méconnaissance de l'utilisation de ces dispositifs-là. Donc là, c'est probablement aux organisations professionnelles, c'est probablement au réseau d'accompagnement aussi de bien se pluguer sur ces dispositifs existants, parce que c'est bien évidemment une manne financière que l'on doit utiliser. L'autre point, c'est qu'on a une administration qui filtre ces demandes, qui est un peu schizophrénique, parce que à la fois elle assure la promotion de ces dispositifs et à la fois sur le processus de sélection et de délivrance est extrêmement jugulaire quant aux interprétations et aux textes de Bruxelles. Donc là, il y a un dispositif qui n'est pas exploité, et notamment pour les entrepreneurs, et je vais dire tous les entrepreneurs, que ce soit pour monter un commerce de proximité ou une start-up dans le numérique, il existe une palette d'outils que nous pouvons utiliser. L'autre point, c'est que les banques ont beaucoup travaillé. Alors, c'est de leur image et de leur intérêt aussi de travailler sur des dispositifs d'accompagnement à l'égard des entrepreneurs. Alors, il est évident que tout ceci est au regard des projets qui sont portés. Et un des points qui est extrêmement important est la qualité du projet et la labellisation du projet par un réseau d'accompagnement qui peut faire une différence. Et là, oui, incontestablement, un jeune qui arrive porté par un réseau, porté par une organisation qui labellise, ou en tout cas qui se porte caution et qui a travaillé, structuré avec l'entrepreneur, alors là, ça ouvre des portes. Alors, je ne vais pas citer les banques parce qu'elles ont toutes leur approche. Ça peut faciliter pour débloquer des prêts d'honneur. Alors, le prêt d'honneur, si c'est l'entreprise qui la contracte, bien, c'est sur la garantie de l'entreprise. Et puis, ces prêts d'honneur, ils sont garantis sur rien. Donc, là, il y a des produits. Alors, il est évident, une fois de plus, c'est de juger la qualité, de la pertinence du produit, mais d'où l'importance de la labellisation que l'entrepreneur doit chercher à tout prix. Et bien souvent, la labellisation, il la trouve dans son réseau d'accompagnement, parce que c'est là où il va être accompagné. Après, sur le financement, oui, c'est encore aujourd'hui le parcours du combattant. Ça, en revanche, on voit se mettre en place un certain nombre de dispositifs, notamment sur les plateformes de crowdfunding. Et là aussi, si le projet est de qualité, si il est suffisamment bien marketé, eh bien, il peut tout à fait donner lieu à une mise en ligne du projet dans un cadre soit en equity, soit en dette. Et là, on voit de plus en plus de projets financés, il y a de plus en plus de plateformes. C'est un peu le démarrage, donc il va falloir faire le tri sur les plateformes qui sont reconnues, identifiées, qui sont les bonnes plateformes, mauvaises plateformes, mais le crowdfunding est incontestablement un outil complémentaire auprès des business angels pour financer l'amorçage. Et il faut considérer que ce n'est pas contre le système bancaire ou contre les business angels, mais tout contre, compte tenu du fait qu'il est il peut être considéré comme un effet de levier. Et donc, on est au balbutiement du crowdfunding. Enfin, les directives sont arrivées il y a peu de temps, ça s'ouvre. Et quand on voit l'engouement aux États-Unis et quand on voit les plateformes qui se mettent en place en France, il y a tout lieu à espérer que dans les années à venir, ce sera une vraie source de financement. Et je vais même aller un peu plus loin parce que régionalement, on pourrait imaginer des plateformes de crowdfunding avec finalement un réseau local qui va sélectionner des projets et ce sera financé localement. Peut-être même qu'un entrepreneur qui voudra continuer sa dynamique entrepreneuriale pour financer une machine, un commercial, pourra trouver des sommes, des petites sommes, par le biais du crowdfunding. Voilà les outils qui se mettent en place progressivement. Donc il faut qu'il y ait une montée en puissance, mais on voit apparaître des initiatives qui sont très fortes. Après, le dernier point qui est un vrai sujet, mais là il est plus structurel et économique, c'est comment on fait pour orienter les 1800 milliards d'épargne des Français, qui aujourd'hui est quand même très orienté sur des produits d'assurance vie ou des produits d'assurance, pour les mettre un peu plus sur des produits
destinés à financer les TPE, enfin les startups, les TPE et les PME. Alors là, il y a un immense sujet, parce qu'aujourd'hui, compte tenu du poids de notre dette, je ne vais pas faire un cours d'économie, du poids de notre dette, tout cet investissement, tout cet argent est plutôt utilisé à financer par notre dette publique, au travers des obligations. Mais si on desserre un tout petit peu les taux réglementaires, alors, je ne vais pas vous emmener dans les contraintes réglementaires des compagnies d'assurance, mais si on desserre un peu les taux réglementaires, eh bien, on va pouvoir prendre un peu plus de risques et amener progressivement les Français à vivre finalement une aventure entrepreneuriale par procuration en allant financer des projets. Et ça, voilà, ça a été annoncé hier à la grande conférence sociale. Il faut que ça se mette en musique. Il faut que les compagnies d'assurance prennent du risque. Et on en revient toujours au même point. C'est comment on fait pour prendre du risque. Et on voit aujourd'hui que c'est en train de se mettre en place. Parce que, ce qui est effectivement assez grave, même si les banques nous disent un peu le contraire, les contraintes réglementaires au travers de Bâle III qui pèsent sur les banques fait qu'il y aura progressivement un assèchement du financement traditionnel que l'on prend dans les PME, compte tenu du fait qu'ils vont renforcer leurs contraintes réglementaires. Et en France, 70% du financement des entreprises et également des PME, des TPE, se fait par du crédit. C'est-à-dire que vous traversez la rue, vous allez voir votre banque et vous dites faites-moi un prêt de 50 000 euros. Dans les pays anglo-saxons, c'est essentiellement du financement par du capital, par des obligations, par d'autres dispositifs qui mettent le risque dans une position différente. Eh bien, il faut que dans les 5 prochaines années, on ait 50% du financement intermédiaire, avec l'assurance classique, et 70% du financement qui émane d'autres outils, notamment la bourse des PME est aussi un outil important. Donc si je résume, aujourd'hui on parle de compléter le système d'incubation par des labels comme le réseau Initiative ou ce genre de choses, des plateformes de crowdfunding qui seraient dédiées aux étudiants pour pallier à ce risque. Et troisièmement, une réorientation de l'épargne avec une désintermédiation bancaire. Est-ce que, M. Camaïeu, c'est quelque chose qui répond, vous, à vos inquiétudes? Vous voyez des étudiants toujours et qui les financez en plus, qui connaissaient le marché du financement, a fortiori, puisque votre activité est celle-ci. Est-ce que ça aurait changé, parce que c'était ça la chose à laquelle je pensais, est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'instant où vous sortiez des études, si vous aviez une idée, finalement? Oui, à mon époque, le crowdfunding n'existait pas, c'est vrai. Donc le choix que j'avais fait était un choix traditionnel, parce qu'effectivement, lorsqu'on entre dans un incubateur, souvent, c'est parce qu'on cherche à être accompagné. Il y a un sport un peu national dans les incubateurs, c'est la levée de fonds. On entre dans un incubateur avec un projet plus ou moins ficelé, avec pour objectif de convaincre des investisseurs à l'issue de la période d'incubation. Donc c'était mon cas. Donc j'avais pas de source de financement, et ce que l'incubateur m'a apporté, c'est de pouvoir m'adresser à des business angels qui faisaient partie du réseau, et leur demander comment font les autres pour vous convaincre, par exemple. M'adresser à des entrepreneurs plus aguerris pour leur demander comment avez-vous fait pour convaincre tel ou tel investisseur. Donc je pense que mon choix a été un choix assez traditionnel, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a d'autres solutions. Donc vous rajouteriez cet aspect d'incentive aussi pour les business angels particuliers qui pourraient investir directement dans des projets étudiants, si je comprends bien, ce qui est l'initiative initiale de Petit Pousset, si je ne m'abuse. Donc vous confirmez, Monsieur Singré, vous, ce que vient de dire M. Camaïeu, c'est-à-dire ils viennent dans les systèmes d'incubation, dans les incubateurs pour opérer une levée de fonds, forcément, c'est leur rêve? Ils ont parlé de l'exercice national. La problématique de levée de fonds et la problématique de rechercher des ressources est une problématique centrale de la démarche de l'entrepreneur. Donc, c'est le travail que les incubateurs proposent pour pouvoir autonomiser, et je cherche le mot, autonomiser, oui, j'avais un autre mot, peu importe, autonomiser les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, ce sont des exercices que l'on fait et qui permettent à nos entrepreneurs de se rassurer, d'être plus en confiance et d'être plus capables de savoir quels sont ceux qu'ils amènent à leurs interlocuteurs pour pouvoir lever des fonds.
D'accord ? Ça, c'est l'exercice national que l'on propose parce qu'il est formateur et qu'il permet de se recentrer sur des valeurs et de savoir partager ce que l'on doit faire, ce que l'on souhaite faire avec des partenaires intéressants. Voilà. Ensuite, le fait est que les incubateurs d'enseignement général ou technologique pour les autres ou territoriaux, ce sont du point de vue des créateurs d'entreprises, ce sont des machines à essorer, à laver plus blanc. On blanchit, on blanchit des individus qui souhaitent prendre un risque, enfin considérés comme tels, pour pouvoir leur permettre d'avoir de la légitimité, de l'honorabilité, parce qu'ils ont été sélectionnés et qu'ils se présentent déjà avec l'onction de partenaires, des partenaires qu'on a récupérés. Donc on est un organisme hybride qui permet de faciliter l'accès aux finances. Alors, voilà. Après, tout ce que dit M. Langsad est très vrai. Il y a tout un travail à faire pour structurer la chaîne de financement et que le crowdfunding, c'est un élément qui est vraiment très intéressant pour nous à l'incubateur, enfin dans les incubateurs et pour les entrepreneurs, parce que ça les oblige à travailler plus vite sur la commercialité de leur offre et donc la légitimité économique de leur démarche. Puisqu'en fait, le propre de la création d'entreprise, c'est de passer d'un individu social X lambda à un chef d'entreprise qui a une offre commerciale. Donc il y a un monde à passer, et pour pouvoir le faire, il faut avoir une offre commerciale. Donc c'est le travail que l'on fait. Donc vous êtes générateur de réseau aussi. On est générateur de réseau, on est générateur de prise de conscience sur les valeurs que les entrepreneurs veulent défendre. On est générateur de questions pour les établissements avec lesquels on travaille. On est générateur de questions pour les acteurs qui s'intéressent à la création d'entreprise. Parce que, bon, voilà, aujourd'hui, on parle d'innovation et c'est le sujet qui est partagé par tout le monde parce que des grandes entreprises comme Bull sont confrontées à des technologies de rupture qui sont à même, en très très peu de temps, de mettre en question leur business et qu'elles n'ont pas, parce qu'elles sont grandes, qu'elles sont structurées, la réactivité souvent nécessaire pour pouvoir l'anticiper ou l'intégrer. Et donc, les technologies de rupture étant une vraie problématique pour la pérennité des grands groupes, sont un sujet qui font qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui les portent, parce que ce sont les jeunes qui les portent, c'est toujours la jeunesse qui apporte l'innovation dans tous les systèmes. C'est même comme ça que sont fondés les grands cabinets d'audit qui achètent du jeune sorti de grande école pour pouvoir apporter la force de travail et l'innovation. Donc ça, c'est pas nouveau. Sauf ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est impacté par l'incertitude du marché liée à un rythme de plus en plus croissant des innovations de rupture qui arrivent compte tenu d'Internet et autres. Donc voilà. Un phénomène d'accélération en fait. Oui, il y a un phénomène d'accélération pour tout le monde. Donc, et tout le monde est concerné. Et donc le rôle des incubateurs là-dedans, c'est de faire en sorte que les échanges soient le plus fluides et que tout le monde puisse bénéficier de l'innovation qui est portée par des individus, parce que avant on exploitait le pétrole ensuite pour pouvoir se développer, mais aujourd'hui maintenant on exploite les idées des gens et c'est ça le moteur du développement économique. Et donc la nécessité de former des gens qui soient entreprenants et capables de proposer des choses et de s'adapter. Voilà. Oui, et les incubateurs sont aussi le fait de grands groupes qui, soit individuellement, soit en se mettant à plusieurs entreprises complémentaires, fournissent cette plateforme aussi pour, comme vous le disiez, favoriser l'émergence d'innovations qu'ils auront plus ou moins contrôlées, il faut bien le dire, pour pouvoir en retirer les bénéfices a posteriori. Donc on a aussi ce type d'incubateur qui se développe aujourd'hui de manière rapide. Tout le monde a... Alors, je disais juste deux choses. Enfin, juste une chose. Tout le monde a à gagner. Alors, nous, c'est le combat qu'on a. Tout le monde a à gagner de rendre plus fluide le passage de l'individu vers l'entrepreneuriat. S'il a un projet de création d'entreprise, parce que ce type-là a forcément vu quelque chose qui porte du sens, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais en tout cas, qui est susceptible de mettre en question les organisations. Et d'ailleurs, c'est la question qui est posée à toutes les organisations aujourd'hui, qui ne parlent que de changement, d'adaptation, d'innovation. Donc voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que au-delà du phénomène économique, c'est un phénomène social. Social au sens générique du terme, pas RH. C'est un phénomène social. Les établissements d'enseignement, aujourd'hui, sont elles-mêmes
un établissement, sont eux-mêmes impactés par cette notion-là. Pourquoi ? Parce que les jeunes aujourd'hui, compte tenu de leur culture et de l'environnement, souhaitent apprendre différemment, bouger plus vite avec le monde. Et rester 2 heures à apprendre patiemment les bases d'une technique que peut-être un jour ils vont décliner sans savoir vraiment comment ils vont le faire, ça c'était au XIVe siècle, ça fonctionnait bien, c'était les curés qui faisaient ça, c'était super, et on tapait ceux qui bougeaient. Aujourd'hui, si on tape ceux qui bougent, ça ne marche plus. Et pour illustrer ça, une des choses qui m'a frappé, ces derniers temps, parce que nous sommes membre aussi de la National Business Incubator Association, que l'on depuis 7 ans, hein, Jacques, depuis 7 ans. Et donc, on va chercher le Graal aux États-Unis, hein, à la Silicon Valley, essayer de comprendre ce qu'il y a d'original, de puissant dans leur modèle. Et à chaque fois qu'on y va, on est déçu. On est déçu parce qu'on voit qu'on a des méthodes d'accompagnement qui sont plus fines, plus intelligentes, plus complexes, qu'on va plus loin, qu'on se pose 1000 questions qui ne se posent pas. Plus françaises, en fait. Non, c'est pas mais française. Et un jour... Plus française, je veux dire. Pardon ? Plus française. Non, pas plus française, plus européenne, plus pays moins ouvert sur l'entrepreneuriat ou le mythe de l'Ouest, voilà. Je finis. Je vous en prie. Allez-y. Hein. Libre à vous. Voilà. Et je finis. Donc on se posait cette question et on a visité plein d'incubateurs. C'était des trucs assez simples. Voilà, c'était des trucs assez simples. Jusqu'au jour où, à Boston, on est rentré à la Sloan School. Alors c'est l'école du MIT, l'école business du MIT. Et dans l'école business du MIT, il y a juste un mur dessiné avec marqué Active Learning, qui revendique l'active learning. C'est quoi la pédagogie active ? C'est la manière d'accompagner des entrepreneurs qui rentrent aujourd'hui dans les écoles, qui se fait en ligne, qui se fait sur le terrain et qui se fait avec des postures d'apprentissage qui sont différentes. Et ça, c'est l'enjeu de demain. Et c'est les enjeux auxquels on a commencé à être confronté d'abord dans les incubateurs. C'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la pédagogie active. Effectivement, en France, dans l'enseignement que nous connaissons, c'est tout l'inverse de la pédagogie active qui se passe. C'est-à-dire que les élèves sont... Non, mais j'enfonce un peu une porte ouverte, hein, mais c'est vrai que les élèves, dès le plus jeune âge, sont dans une situation où, vous aviez dit tout à l'heure, on les met pendant 2 heures, on leur tape dessus, et puis on leur dit maintenant tu apprends, et puis si ça ne marche pas, hop, dehors. Bon, c'est un peu comme ça que ça se passe, et c'est pour ça qu'on a une culture entrepreneuriale qui a du mal à apprendre. Donc il y a tout dans un monde merveilleux. Et, oui, mais de moins en moins, c'est en train d'évoluer. Voilà, c'est en train d'évoluer. On a une nouvelle génération qui est en train de changer la donne, hein, cette fameuse génération Y, hein, qui n'accepte plus trop les codes qu'il y avait auparavant. Et je pense que pour nous, c'est formidable parce que ça va nous permettre de changer. Et donc, on voit au niveau du système éducatif, c'est en train d'évoluer. Mais je pense que quand on aura vraiment cette pédagogie active dans notre système bien en amont, alors là, ce ne sera plus une lame de fond qu'on aura au niveau entrepreneurial, mais ce sera le raz-de-marée. Voilà. Et ce sera devenu normal. Ce sera devenu normal et ce sera vraiment dans la culture. Monsieur Langsat, j'imagine que vous avez une réponse. Sur le système éducatif, en tout cas. Sur le système éducatif, oui, alors il est en train d'évoluer, si ce n'est que c'est encore aujourd'hui une vraie gare de triage. Donc, en fonction de votre niveau, vous êtes tout de suite orienté. Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a 400 000 jobs qui sont non pourvus, essentiellement des boulots dits mal valorisés. Le MEDEF lance une campagne de sensibilisation et à travers les médias pour justement revaloriser ces boulots. Alors on est loin de l'entrepreneuriat, mais trouver un fondeur aujourd'hui, c'est mission impossible. Trouver un apprenti boulanger, c'est mission impossible. Mais il faut voir que nos politiques, et ça c'est assez récent, se sont mis à taper sur l'alternance et l'apprentissage. Donc aujourd'hui, le rapprochement de l'école-entreprise a quand même pas mal évolué, il faut quand même reconnaître ça, mais la façon dont on est présent dans l'école sur la co-construction des diplômes et sur la décision d'orientation, c'est encore extrêmement faible. Donc, sur la dynamique entrepreneuriale qui nous intéresse, est-ce qu'un jour on aura de l'alternance ou de l'apprentissage versus formation technique pour les entrepreneurs ? Pourquoi pas ?
Là, il y a un terrain de réflexion, quoique développer son projet entrepreneurial dans une entreprise, c'est parfois compliqué, donc il faudra trouver la meilleure façon de bien plugger. Mais oui, l'éducation nationale, aujourd'hui, la façon dont on enseigne l'économie sociale est vue sous un angle extrêmement négatif et essentiellement d'ailleurs vue sous ses dysfonctionnements. Je voudrais quand même vous donner une petite anecdote, parce que après tout, on peut se lâcher un peu. Moi, je vous invite à prendre un manuel de sciences économiques et sociales qui nous parle de l'entreprise et qui va nous décrire l'économie de marché. Donc, c'est pour un élève qui est en classe de seconde. C'est loin. Eh bien, on parle d'une entreprise qui fabrique un produit au Brésil, dans les fins fonds du Brésil, et qui fabrique son produit, qui transforme son produit dans la jungle, et qui, après, l'amène sur une plaque tournante pour pouvoir, dans un processus supply chain, faire en sorte que ce produit soit distribué, notamment en France, et derrière tout un réseau qui permet de vendre au détail ce produit. Et donc il y a une économie de marché, il y a une offre, une demande, et on produit pour répondre à cette demande. L'exemple qui est utilisé, c'est la production de la cocaïne. Non mais, c'est pour montrer un peu le décalage. Donc, je vous invite à voir ce manuel. Alors, c'est cultivé au sens large et figuré, mais l'exemple que l'on donne pour parler de l'économie de marché, on le prend au travers d'un angle, mais totalement biaisé. Bon, il y a encore des progrès à faire. Les manuels ne font pas les programmes scolaires, parce qu'il faut bien dissocier un manuel d'un programme. Programme, c'est fait par l'éducation. Les manuels ne font qu'illustrer finalement ce que les gens souhaitent voir, et notamment les professeurs de sciences économiques et sociales. Donc il faut là aussi faire en sorte que l'éducation évolue, mais il ne faut pas se leurrer, c'est un sachet de thé dans le lot tiède. Toutes manœuvres qui ont été faites pour pouvoir brusquer un peu l'éducation a entraîné des relations épidermiques. Donc il y a un moment où il ne faut pas non plus agiter le chiffon rouge, et c'est une infusion assez lente. Ce qui est dommage, c'est que finalement, bon nombre d'entrepreneurs sont refroidis quand on aborde l'économie essentiellement sous l'angle de ces dysfonctionnements, de la pénibilité au travail, qui est le sujet à la mode en ce moment, sur le chômage, sur les rapports et les conflits sociaux difficiles. Non, l'entrepreneuriat, c'est aussi l'épanouissement, c'est l'expression de ses talents, et ce sont des mots que vous ne trouverez pas dans ce qui compose, on va dire, un manuel d'économie, ou en tout cas un programme d'économie. Alors, avant de passer à une phase de questions-réponses, si toutefois vous en avez, j'aimerais revenir sur un point qu'on a effleuré mais qu'on n'a pas vraiment approfondi, qui est celui du réseau. Le réseau, c'est quelque chose de très important quand on monte son entreprise. On est de toute façon très encouragé par son entourage et par les personnes qu'on rencontre qui nous disent « oui, si tu veux perdurer, si tu veux continuer, te développer, il faut que tu ailles à la rencontre des autres ». Aujourd'hui, j'ai une question pour Madame Galvani, en l'occurrence, qui est de savoir si vous ressentez cette inquiétude en fait, de la part des plus jeunes sur le côté duplication du modèle social. Bon, la question est peut-être un petit peu complexe, mais c'est de se dire, est-ce que les jeunes qui n'ont pas des parents entrepreneurs ou des parents aisés ressentent cette inquiétude ou pas du tout, en fait, ou ils n'y pensent même pas? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un peu l'état des lieux des entrepreneurs, les entrepreneurs sont plutôt issus de familles d'entrepreneurs. Enfin, en tout cas, ils ont eu dans leur entourage des modèles. Et ça, c'est encore plus fort dans l'entrepreneuriat féminin, où là, on a plutôt des femmes entrepreneurs qui ont eu le père entrepreneur. Donc là, il y a effectivement un correctif à apporter. Mais je pense que concernant du coup la question du réseau que vous posiez, je pense que pour cette jeune génération, c'est peut-être moins un problème qu'auparavant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté, les jeunes sont connectés. Il n'y a jamais eu autant de réseaux qu'en ce moment. Alors après, il faut aller voir les bons réseaux, il faut avoir l'information. Thibault Langsat, vous disiez qu'aujourd'hui, ça commence à se structurer. Il y a beaucoup d'informations, ça commence à se structurer. Donc il faut du coup donner aux jeunes les bonnes informations et leur dire où ils peuvent aller se renseigner. Mais je pense que cette crainte du réseau pour cette génération, ça me semble un non-sujet. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, avec vos entrepreneurs, vos jeunes. Oui, enfin moi, ce que je peux dire, c'est que ça fait partie des valeurs ajoutées que l'on fournit en tant que mentor de start-up, c'est-à-dire de mettre en réseau
au travers des connaissances qu'on peut avoir à l'intérieur, mais aussi surtout à l'extérieur de l'entreprise, ces startups, et de les mettre en position de pouvoir justement nouer les contacts qui vont leur permettre d'avoir leurs premiers projets commerciaux. Donc c'est essentiel. Et peut-être, effectivement, on parlait tout à l'heure de l'éducation à la française qui est plutôt orientée vers une accumulation structurée de connaissances. On n'est pas dans le fait de pouvoir disséminer le plus possible les relations, les informations, échanger, faire en sorte que une information que je la transmets, je la fais rebondir, et ensuite je vais en récupérer les fruits éventuellement plus tard. Donc il y a toute cette dynamique d'échange qui est aussi à inculquer depuis le plus jeune âge. Mais je dirais que pour revenir à la partie réseau, au travers des incubateurs, au travers de différentes structures, et aussi au travers des entreprises, il y a tout un travail d'accompagnement pour les nouvelles structures incubées, effectivement. Quand je parlais de pédagogie active, moi je parlais d'un style de pédagogie. C'est-à-dire que ça coûte cher, ça nécessite une posture et un positionnement qui est particulier, et que les gens qui font de l'éducation aujourd'hui seraient peut-être preneurs de le faire, mais après il y a les structures dans lesquelles ils sont et qui sont effectivement très lourdes à faire évoluer. Maintenant, là, moi, j'aime pas bien parler du réseau, parce qu'en fait, c'est un concept, le réseau, qui recouvre beaucoup de réalités. Moi, quand j'entends réseau, j'entends bal des débutantes. Voilà ce que j'entends. On ne fait pas de business si on ne connaît pas de gens. Donc, tous les gens qui font du business connaissent les gens qui leur permettent de le faire. Donc il y a des gens qui ont besoin d'avoir des contacts locaux puisqu'ils ont une petite activité locale. Donc ils doivent rencontrer ces gens-là. Il y a des gens qui ont une activité qui ne nécessite pas de rencontrer nécessairement beaucoup de gens. Voilà. D'autres qui doivent passer des frontières et doivent passer vers des contacts qui sont inhabituels pour eux, et qui doivent acquérir un langage, acquérir une posture, acquérir un moyen de se faire comprendre et de partager. Donc le travail qu'on fait dans les incubateurs, c'est faire en sorte que chacun puisse partager l'idée dont il est porteur, en faisant deux choses. La première, c'est en les amenant à se poser la question de savoir quels sont leurs propres freins pour pouvoir aller vers l'autre. Et la deuxième, quels sont les moyens qu'ils peuvent utiliser et les contacts qu'ils peuvent utiliser pour aller vers quelqu'un d'autre. Et on ne parle pas de réseau, puisqu'on parle simplement de sa capacité à faire partager son idée, du travail que l'on doit faire, la responsabilité que l'on doit prendre pour aller porter cette idée-là. De s'ouvrir aux autres, finalement. De s'ouvrir aux autres, de se faire comprendre et accepter. Très bien. Parce qu'on n'a pas conscience, quand on a... Enfin, moi, c'est mon expérience d'accompagnateur de la création d'entreprise, mais aussi un peu mon expérience d'intrapreneur quand j'ai monté dans mon incubateur. On n'a pas conscience. Enfin, on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous comprennent pas, puisqu'on parle clairement. Et en fait, c'est un travail long et patient à faire et à accepter de faire pour pouvoir atteindre des objectifs que l'on a rêvés. Et tout le travail que l'on fait, nous, dans nos incubateurs, à Télécom, à Neoma, à Kedge, c'est de faire en sorte que chacun s'autorise à rêver son projet et s'autorise à avoir le courage de rencontrer des gens qu'on leur présente et qu'on leur demande, avec lesquels on leur demande de travailler. Mais c'est pas si simple, parce qu'ils sont enfermés derrière des représentations idéologiques, sociales, plein de choses, qui fait qu'ils s'auto-limitent. Et s'il y a une difficulté économique majeure, enfin une difficulté, un frein majeur à la capacité de nos entrepreneurs à se développer, c'est avant tout chez eux qu'ils doivent le voir, et dans les freins qu'ils s'auto-génèrent pour pouvoir prendre le risque de voir plus loin que ce qu'ils pensent qu'ils sont capables de faire. Parce que souvent, ils savent faire mieux. Et tout le travail qu'on fait, c'est les rassurer sur... Alors, on parle toujours de l'entrepreneur, mais il y a souvent beaucoup d'équipes, puisque c'est les équipes en fait qui font les projets qui développent bien. Vous dire, vous devez voir aussi des équipes assez complémentaires à ces sujets-là.
plus des techniciens accompagnés Non, par ça des c'est personnes plus encore une communicantes? histoire, mais ça c'est encore une histoire. Enfin, excusez-moi, je ne vous parle pas. Mais je vous en prie, on est là pour aborder tous ces Ouais, sujets. donc allez-y. c'est facile de dire les techniciens avec les gens du business, je sais quoi. Non, c'est pas une question de technicien avec des gens du business. Deux gens d'une même école n'arrivent pas à se comprendre. À l'intérieur d'un projet, qu'on soit technicien ou qu'on soit du business, il y a à s'associer, à s'accorder sur des valeurs communes, voir la question de l'argent de la même manière, voir la question du développement de l'entreprise de la même manière, comprendre les problématiques techniques de la même manière. Donc qu'on soit associé technicien et business, ou qu'on soit business ou technique, on a la même discussion à faire, on doit poser nos valeurs sur la table, accepter d'aller au-delà, d'en parler et de se mettre d'accord. Après, est-ce qu'il faut des équipes qui aient des compétences complémentaires ? Oui, bien sûr. On ne peut pas imaginer réinventer la poudre à chaque fois. Bien sûr qu'il faut que ce soit complémentaire. Mais il faut vraiment mettre l'accent sur le travail qu'il y a à faire et pas nécessairement sur des concepts, réseaux, associations. J'espère que le message est passé. Parce qu'on fait de l'accompagnement, on ne fait pas de la promotion. Monsieur Langsat, vous vouliez conclure. Après, si l'un de vous veut ajouter... Conclure, je ne sais pas, mais il faut quand même reconnaître un truc, c'est qu'en France, on n'est pas bon là-dessus. On est super snob dans les entreprises. Enfin, il faut voir les choses de façon... C'est pour ça que je suis un peu interpellé sur ce que vous dites. La prise de contact dans une boîte, elle est horriblement difficile. Vous rendez pas... Enfin, si, vous le savez bien, mais... Ouais, non, mais elle est particulièrement dure en France. Vous croisez à la sortie, faites le pari, et je me sens d'autant plus libre de le dire qu'on est au MEDEF et que je suis membre du MEDEF. Mais croisez un patron qui sort et dites-lui on se voit demain matin à 8h pour vous parler de mon projet, spontanément, il se met à trembler. Il dit écoutez, voyez avec mon assistante, ou en tout cas envoyez-moi quelque chose. Alors c'est compréhensible parce mais fondamentalement il a peur. Cette démarche-là, vous la faites à San Francisco. Alors évidemment, on passe d'un paradigme totalement différent. Il y a une ouverture d'esprit qui est très forte. Et donc, spontanément en France, ouais, on est super snob. Ou en tout cas on se surprotège, et il faut être très clair que les patrons, d'une façon générale, et probablement moi aussi d'une certaine façon, on n'est pas toujours très ouvert et très disponible. Ce qui est un trait de notre personnalité. Le second point, c'est que le réseau, il est fondamental. Et si on n'en a pas, il faut que ce soit une stratégie. Non mais si on en a, tant mieux, il faut l'exploiter, il faut le mettre en place, il faut l'utiliser et l'utiliser correctement. Mais si on n'en a pas et qu'on détecte cette lacune-là, parce que c'est une lacune, ça se travaille. Et donc aujourd'hui, il y a des outils, il y a des méthodes, et vous avez un certain nombre de conseils à donner, vous accompagner pour que ça se travaille. Bon, il y a une phrase qui est très forte parce que ça rejoint après l'accompagnement, le réseau, ça rejoint la com. Vous savez, il y a un entrepreneur qui a dit s'il ne me reste plus qu'un seul dollar, je l'investis en PR, en relations presse. C'est qui ? C'est Bill Gates. Voilà. C'est aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, en fonction de l'ambition de votre projet, la communication est fondamentale. C'est pas un luxe, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose pour flatter son ego. C'est un outil important, voire même déterminant pour la réussite de votre projet. Et c'est pas vu à la télé, je te finance. Si c'était ça, ce serait tellement simple. Ça fait partie d'une mécanique, d'une mise en scène de la valorisation de son business. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, bientôt, si vous n'êtes pas vu à la télé, il va y avoir un problème. Donc, intégrer cette dimension-là. De plus en plus de médias sont ouverts, de plus en plus de journalistes sont là, les réseaux sociaux diffusent de l'information, vous pouvez poster des commentaires, vous pouvez mettre en avant vos produits, parce que c'est demain un outil fondamental pour vendre vos produits. La publicité pour acheter une brosse à dents, certes, ça fonctionne encore, il faut pas trop le dire, mais les médias en vivent. Mais demain, vous achèterez une brosse à dents, non pas parce que vous aurez vu Signal à la télévision, mais tout simplement parce que vous serez sur des chats, vous serez allé sur des sites pour une hygiène buccale, et que progressivement, vous allez trouver l'information qui vous intéresse, et parce que Signal aura publié du contenu important sur l'hygiène buccale, que vous allez acheter une brosse à dents Signal. Et donc, il faut que, selon la nature de votre projet, vous intégriez la communication comme déjà la promotion des ventes de votre produit ou de service. Et c'est un élément qui est fondamental. Alors évidemment, il participe à la valorisation pour chercher du financement, on met en avant l'équipe, la valeur, la technicité du produit, ok, mais ça va bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, c'est un enjeu qui est fondamental. Donc le réseau, ça se structure, aujourd'hui il existe bon nombre d'outils, mais pensez aussi communication qui est tout aussi important. Bon, eh bien écoutez,
Je commence par vous remercier déjà, avant qu'on passe à ces questions-réponses. Si vous avez des questions, en tout cas à poser, profitez-en, c'est le moment. Bonjour, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Marlène, je suis étudiante cofondatrice d'une entreprise incubée à Audencia qui s'appelle We Do Good. Donc c'est une plateforme de financement participatif, désolée, je viens de courir, en investissement dédié au projet de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, j'avais une question par rapport au profil des étudiants entrepreneurs. Donc, on a un peu parlé. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui, étudiants entrepreneurs? Parce que on a beaucoup évoqué des valeurs qui sont aujourd'hui reliées aux hommes, qui sont le sport, la prise de risque, l'honneur. Et je voulais savoir si, comme on a aussi évoqué... Pardon ? J'ai pas entendu. C'est le même Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je dis juste que c'est des valeurs qui sont aujourd'hui plutôt associées au sexe masculin. Et qu'on a aussi évoqué le développement d'une recherche de sens et d'activités porteuses de sens de l'économie justement sociale et solidaire. Et je me demandais si le développement de ces deux choses permettait une évolution, et est-ce que justement on voyait une évolution dans le profil des entrepreneurs dans ce sens-là? Qui veut répondre? Ma question, je résume ma question. Je vais juste bien partir. Pardon. Allez-y. Est-ce qu'il y a plus de femmes entrepreneurs? Non, mais c'est de façon très claire, c'est que évidemment il y a une vraie difficulté là-dessus, puisque il y a 23% de femmes qui entreprennent en France, et donc il y a un objectif d'ici 5 ans de passer à 33%. C'est ça? Non, c'est 33% à 43%, excusez-moi. Je décale de 10, mais il y a un objectif. Il existe... il y a plusieurs raisons à cela. Alors, c'est toujours très compliqué de parler de l'entrepreneuriat au féminin, et il faut rester extrêmement prudent, mais c'est une réalité. C'est une prise de risque, vous l'avez mis en avant, mais les éléments que j'ai apportés tout à l'heure, elles sont, on va dire, portés par tous. Là où on constate une problématique sur l'entrepreneuriat, c'est pas sur l'entrepreneuriat étudiant, mais c'est par la suite, au moment où plus le jeune avance, on va dire, dans son parcours, moins le désir d'entreprendre se fait ressentir. Et c'est là où aussi un certain nombre de femmes qui entreprennent se mettent dans une logique de protection qui fait qu'il y a un certain nombre de démarrages de projets qui prennent un peu plus de temps. Donc pour ça, il faut valoriser les initiatives. Pour ça, il faut trouver peut-être aussi des réseaux d'accompagnement qui prennent en compte cette spécificité. Et puis le dernier point, il faut aussi trouver du financement. Et donc il y a des fonds d'investissement qui se sont créés pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. Mathias, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, en fait, c'était rien d'intelligent, c'est parce que j'avais ouvert sur la bière et le football, mais j'aimais bien le sens de votre question. C'est, en fait, si je comprends bien, c'est maintenant que les projets de création d'entreprise sont un tout petit peu plus sensés, un petit peu plus porteurs de valeur, est-ce qu'il y aura plus de femmes? Sous-entendu, sont-elles plus intelligentes que les porteurs de projets? Alors nous, c'est dramatique. Chez Petit Poucet, on fait la critique chaque jour. C'est un peu comme sur ce plateau, hein, la proportion est dramatiquement faible, pour une raison qu'on ne s'explique pas, mais nous, on a 10% de candidates créatrice d'entreprises étudiantes, donc à 20-22 ans, je pense que le focus n'est pas sur la création d'entreprise lorsqu'on est une femme, malheureusement. Et par contre, les exemples qu'on a des sociétés qu'on a pu accompagner chez Petit Poucet portées par des femmes sont toutes systématiquement des grandes réussites. Alors, moi, j'ai... Juste pour compléter, effectivement, chez 100 000 entrepreneurs aussi, nous, on s'était rendu compte que dans notre réseau, on n'avait que 10% de femmes qui intervenaient. Donc, malgré nous, on véhiculait une image exclusivement masculine de l'entrepreneuriat dans les écoles. Or, si on veut qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui créent leur entreprise, il faut agir en amont et agir sur les modèles. Tout à l'heure, je vous disais que
les femmes entreprennent plutôt quand elles ont des modèles paternels ou chez elles de l'entrepreneuriat. Donc il faut faire un correctif, il faut que les femmes aillent témoigner dans les écoles. Du coup, chez 100 000, on a créé une initiative particulière qui s'appelle la semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin pour inciter les réseaux et les femmes à se bouger, hein, littéralement, et aller voir les jeunes élèves. Donc ça a démarré, ça a été expérimenté il y a 2 ans. L'année dernière, ça a été poursuivi et ça a pris une grande ampleur. Et du coup, aujourd'hui, tous les réseaux féminins nous ont rejoints et on a notre vivier d'entrepreneurs qui est passé de 10% à 20% en une année. Donc ce que j'espère, c'est qu'avec ces actions-là, on va pouvoir jouer sur les modèles en amont et qu'ensuite, chez Petit Pousset ou chez tous les autres, il y aura plus de femmes qui se diront « mais oui, effectivement, je peux ». Voilà. Je voudrais juste préciser, j'aime toutes ces valeurs que sont l'honneur, le sport, la solidarité. C'était pas un jugement. Une autre question peut-être, j'ai vu que monsieur pour le micro. Oui, alors je voudrais parler d'une autre idée reçue que j'ai perçue là dans la discussion. C'est ce qu'on dit apprendre à l'école sans réseau d'expérience, etc. Et puis aussitôt, on a fait le saut vers jeune entrepreneur. Alors, je ne suis plus tout à fait partie de la catégorie des jeunes. J'ai 61 ans, mais je suis diplômé Télécom Bretagne, promotion 2011. Et donc, j'ai touché mon diplôme en mars 2012. J'ai créé mon entreprise en 2012. Je suis dans un accélérateur. C'est une entreprise très innovante. C'est des objets connectés appliqués à l'industrie, au commerce pour le manufacturing et le supply chain. Donc, j'étais un peu choqué que tout au long de la soirée, là, on ait considéré qu'un entrepreneur, c'est naturellement un jeune de 20 ans. Et que même on a dit que l'innovation ne pouvait venir que d'eux, quoi. Alors... Merci pour votre question. Je persiste et je signe. Il y a les phénomènes individuels et il y a des phénomènes généraux. Les phénomènes généraux aujourd'hui font apparaître que les créateurs d'entreprises sont jeunes, donc 25-35 ans. Ce sont des statistiques, c'est une vérité générique. L'histoire montre que c'est la jeunesse qui apporte l'innovation. Ça, je ne peux rien dire d'autre. Maintenant, ça n'empêche pas des individus, localement, d'avoir des idées de vente et de les porter. C'est un autre sujet. Dans les centres de recherche, il n'y a pas que des jeunes femmes. Alors, c'est intéressant dans les centres de recherche, parce que si vous regardez dans les... si vous lisez la littérature de recherche, et les études qui sont faites sur la productivité en termes d'articles et d'innovation qui sont faites par les chercheurs, la créativité des chercheurs en mathématiques s'arrête à peu près à l'âge de 30 ans pour décliner ensuite. Ensuite, ce qu'on voit, ce sont des citations récurrentes que leurs articles de jeunesse prouvent, des citations récurrentes de leurs articles de jeunesse, mais la créativité, en général, c'est comme... Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. L'exception. Mais c'est pas un problème. Donc, on n'a pas le prix Nobel à 20 ans, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est quand même pas un problème. Non, mais je après, je finis juste un truc. Voilà, mais je vous laisse parler après. Non. Je finis. Mais ce n'est pas un problème. La vérité n'est pas dans la généralité, elle est dans le parcours individuel. Et s'il y a quelque chose qu'on doit... Mais c'est bien, votre question est intéressante, votre réaction est intéressante, mais s'il y a quelque chose que l'on doit... que j'en retiens moi, c'est que oui, il faut rester ouvert à la démarche de tout un chacun pour pouvoir permettre, au-delà des apparences et au-delà des jugements de valeur qu'on pourrait porter sur la dynamique des gens, leur donner la possibilité d'exister pour ce qu'ils sont. Je suis d'accord avec vous, et c'est un vrai travail à faire pour les femmes, pour les vieux, pour les noirs. Monsieur Berthaud, un dernier mot, après on laissera les invités qui souhaitent partir à leur vacation partir, oui. Et on passera à la présentation donc, des trophées IES.
Non, je voulais juste nuancer un peu votre propos. C'est vrai que le propos de monsieur est tout à fait fondé, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer son entreprise 20 ans après être sorti de l'école. Dans votre cas, vous y êtes retourné, mais vous en étiez sorti avant. Il y a, à mon avis, une différence quand même dans le profil, c'est-à-dire qu'il y a une courbe d'expérience qui se fait dans la vie. Et on n'aborde pas l'entrepreneuriat de la même façon à 20 ans qu'à 40 ou 50 ans. Les deux façons de devenir entrepreneur sont probablement tout à fait, sont très bien, très honorables, etc. Mais il ne faut pas les opposer. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, on est plutôt sur un sujet d'incubateur qui s'adresse plutôt à des gens qui sortent de leurs études, qui par nature ont plutôt 20 ans. Mais c'est quand même très important dans notre société qui justement a besoin de se régénérer. Et on a beaucoup dans l'entreprise de cadres qui arrivent à 40, 50 ans, qui commencent à coûter un peu cher et qui sortent de la pyramide. Et très souvent, leur rebond se pose dans la création d'entreprise. Donc c'est très important de considérer qu'il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise, que créer son entreprise à 40 ans, ou à 50 ans ou à 30 ans, enfin peu importe, on le fait sur une base d'expérience beaucoup plus importante. On parlait de réseau tout à l'heure. À 40 ans ou 50 ans, on n'a pas du tout le même réseau qu'à 20 ans. On n'a pas la même expérience. On va pouvoir avoir des sorties en commercialisation de ces produits plus vite. On va peut-être aller voir un banquier qu'on va convaincre plus facilement. Voilà, donc je pense que les deux voies sont tout à fait possibles et elles peuvent coexister dans les incubateurs. Bien, il est 18h30, on a déjà un peu dépassé l'horaire prévu, mais c'était très agréable en tout cas. Donc, je souhaite vous remercier tous. Si vous avez des questions, vous pourrez intervenir peut-être en direct avec les invités à la fin, en les rattrapant. Je vous remercie tous pour votre participation.